Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. C'est aujourd'hui le retour tant attendu du Club de la Presse. À mes côtés, pour commenter l'actualité politique en Poitou-Charentes, Baptiste Bise, mon confrère de la Nouvelle République Centre Presse. Bonjour Baptiste. Bonjour Jérôme. Également présent sur ce plateau, Arnaud Varane de l'hebdomadaire 7 à Poitiers. Bonjour Arnaud. Bonjour Jérôme. Il nous parlera de l'actualité politique en Charente-Maritime. Arnaud Devel de Demoiselle FM. Bonjour Arnaud. Bonjour Jérôme. Enfin, en duplex de notre studio d'Angoulême, Ismaël Karoum, journaliste à la Charente Libre. Bonjour Ismaël. Alors 2018, bonjour, année post-électorale et année vierge de toute élection. Pourtant, les choses bougent dans le paysage politique picto-charentais. Illustration tout d'abord avec le député du Sud-Vienne, Jean-Michel Clément, qui quitte La République En Marche après avoir voté contre la loi Asile et Immigration. C'est d'ailleurs le seul député macroniste ayant voté contre. Péché mortel, selon les propres termes de Richard Ferrand. Qu'en pensent mes confrères poitevins? Baptiste Bise. Pour moi, d'ailleurs on l'a écrit, la principale surprise, c'est pas qu'il quitte le groupe LREM, c'est qu'il ait accepté l'étiquette LREM pour être candidat aux législatives l'an dernier. C'est que c'est un vrai socialiste de longue date, avec un socle idéologique solide, avec des bases de valeurs solides également. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il va faire à La République En Marche, si ce n'est chercher une réélection facile? Ça semblait opportuniste. Il a failli être élu président de la commission des lois, il aurait pu l'être, il a eu, je ne sais plus combien de voix, mais ça s'est joué à pas C'était le début de la fin. C'est-à-dire que s'il avait été président de la commission des lois, il aurait eu un rôle au sein de La République En Marche qui l'aurait intéressé, et il aurait peut-être accepté d'avaler quelques couleuvres. Là, pour le coup, il est complètement libre de ne rien accepter. Et Sacha Houlier rappelait récemment dans nos colonnes qu'il est parti en vacances au moment de la loi de confiance dans la vie publique. Et puis par la suite, il n'a cessé de prendre ses distances, de faire entendre sa différence et de se prononcer même contre des textes de loi soutenus par le gouvernement. Donc c'est vraiment pas une surprise. Et d'ailleurs, il continue. Arnaud Varane, certains, donc, on l'a entendu, loup la fidélité aux idées de Jean-Michel Clément, et puis d'autres, au contraire, donc son opportunisme. Je dirais que Jean-Michel Clément, aujourd'hui, il est pris entre deux feux. Il est pris entre les feux de ceux qui l'ont soutenu pendant longtemps, notamment au Parti socialiste, même s'il faut se souvenir quand même qu'il était un petit peu en marge du Parti socialiste et qu'il ne s'entendait pas avec notamment tous les députés de ce département. Et puis, ceux qui, aujourd'hui, le qualifient de traître en disant qu'il avait quelque part préparé son coup, puisque, comme le rappelait Baptiste, ça fait quand même quelques semaines, quelques mois, qu'il fait entendre sa petite musique, sa différence, et le prétexte de la loi Asile et Immigration était tout trouvé. Dans quel groupe politique est-ce qu'il va aller désormais? Parce que vous le voyez où, vous? Alors, il a expliqué dans Le Monde qu'il cherchait à former un groupe parlementaire. Il se trouve qu'il y a des députés radicaux, dont la plupart siègent pour le moment au sein du groupe UDI Agir, donc les constructifs de droite pro-Macron, qui cherchent eux aussi à constituer un autre groupe. Il faut pour cela avoir 15 députés. Alors, entre les non-inscrits, des ex-LREM qui ont pris leurs différences, des radicaux, ils espèrent réunir une quinzaine de personnes qui seraient dans la majorité. J'imagine que Jean-Michel Clément ne souhaite pas pour le moment quitter la majorité. Mais bon, il faut quand même avoir 15 députés pour cela. Et puis j'ai quand même entendu pas mal d'appels du pied de ses anciens collègues députés socialistes, notamment Stéphane Le Foll, qui a redit à la radio sur France Inter que Jean-Michel Clément avait toute sa place au sein du groupe Nouvelle Gauche s'il choisissait de revenir. Une dernière question par rapport à Jean-Michel Clément. Est-ce que pour les habitants de sa circonscription, c'est une bonne nouvelle de voir son député s'exclure de la majorité présidentielle et gouvernementale? Écoutez, il était l'invité éphémère, mais l'invité quand même de ses politiques dimanche dernier. Et il discutait avec quelques-uns de ses concitoyens qu'il félicitait plutôt pour son retrait, conforme à ses valeurs. En tout cas, c'est ce que disent les gens. Après, il y a un sentiment quand même de duperie, de tromperie, parce qu'il a été élu sur une étiquette qu'il abandonne au bout de quelques mois. Arnaud Devel, en Charente-Maritime, une députée En Marche a commis, quant à elle, toujours selon l'expression de Richard Ferrand, un péché véniel cette fois-ci, puisque Frédérique Tufnel s'est abstenue lors du vote sur la loi Asile et Immigration. Elle a dit que compte tenu de son expérience, notamment de son engagement à l'étranger, elle fait dans l'humanitaire, notamment en Inde, Frédérique Tufnel, elle ne se sentait pas en mesure de voter pour le texte. Pour autant, elle ne sentait pas non plus qu'il fallait voter contre. Elle s'est donc courageusement abstenue. Elle a été plutôt félicitée d'ailleurs par ses amis. On ne peut pas imaginer un départ de Frédérique Tufnel du groupe la République En Marche. Sûrement pas. Ismaël Karoum, en Charente, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des desiderata, des volontés de quitter le groupe En Marche? J'ai pas l'impression. Alors absolument pas, que ce soit Sandra Marceau sur la deuxième circonscription ou Thomas Mesnier sur Angoulême, on a plutôt de très très bons soldats de la République En Marche qui défendent toutes les mesures du gouvernement et votent toutes les lois.
Autre mouvement, celui de Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres, qui quitte le Parti Socialiste pour prendre dans quelques mois la présidence du Parti Génération Écologie. On en parle juste après ce rappel des faits. C'était l'une des plus larges victoires socialistes des dernières législatives. Delphine Batho avait été réélue haut la main dans sa circonscription rurale du sud de Sèvres, 56,94% des voix. Et déjà, ce jour-là, elle faisait entendre sa liberté. Je serai une députée qui n'obéit pas à des appareils politiques, qui n'obéit pas à des consignes gouvernementales ou élyséennes. Je me déterminerai sur le fond des sujets, sur le fond des réformes, comme je l'ai dit pendant toute la campagne électorale. Janvier 2018, Delphine Batho estime sa candidature à la tête du PS empêchée. Le congrès de début avril marque pour elle une orientation conservatrice incompatible avec ses convictions, notamment écologistes. Son combat pour la préservation de l'environnement avait d'ailleurs abouti à son limogeage du ministère de l'écologie en 2013. Delphine Batho avait fait ses premiers pas de députée en 2007 à la suite de Ségolène Royal. Ce troisième mandat, engagé sous les couleurs socialistes, se poursuivra parmi les députés non inscrits. Retour sur le plateau de Dimanche en politique, Club de la presse. Ça nous dit quoi de la vie politique française, ces départs de députés, que ce soit d'En Marche, que ce soit du Parti Socialiste pour Delphine Batho, Arnaud Varane? Ça nous dit qu'Emmanuel Macron a réussi son opération pilonnage, désorientation de tous les partis politiques, puisque effectivement il y a plein de petites chapelles finalement qui se constituent. Je voulais quand même ajouter quelque chose par rapport au vote de la loi Asile et Migration. C'est les 100 députés En Marche qui n'ont pas pris part au vote. Voilà. Il faut l'interpréter comme on le souhaite, mais c'est quand même un signe à prendre en compte. Et ça veut dire que de plus en plus s'affranchissent des consignes, s'affranchissent des partis, parce que les partis sont affaiblis. Baptiste Bise, le départ de Delphine Batho du PS illustre des difficultés de ce parti pour tout simplement finalement survivre. Alors c'est vrai qu'on le voit bien dans notre région, ce parti manque de personnes aussi pour l'incarner et pour porter un message. Pour ce qui est de Delphine Batho proprement dit, c'est pas non plus une surprise. Ça fait un moment qu'elle prend ses distances, qu'elle aussi fait entendre sa différence. Elle a échoué à être élue présidente du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale. Elle en a souffert. Elle a échoué à se présenter pour le poste de premier secrétaire. Elle l'a dénoncé avec les mots que votre reportage vient de rappeler, avec des mots durs. Quand on parle de petite mafia de son propre parti, c'est qu'il y a quelque chose qui est rompu quand même. Donc on voyait bien qu'entre elle et le PS, c'était terminé. On voit aussi qu'en rejoignant la présidence de ce parti, dont on avait même oublié qu'il existait, elle cherche à avoir un micro, une visibilité. Voilà, une visibilité médiatique nationale. Et elle a sans doute ça de Ségolène Royal, dans le sens où elle aime la lumière des médias nationaux et elle a trouvé enfin un poste qui va lui permettre d'avoir cette lumière. D'être candidate à la présidentielle peut-être un jour, c'est ça ? Oh, je ne sais pas, non, pas forcément. Non. Mais en tout cas, d'exister sur la scène politique nationale, ce qu'elle voulait faire en étant présidente du groupe Nouvelle Gauche, ce qu'elle essaye de faire depuis... alors sur le terrain, elle est très respectée, très appréciée de ses électeurs, il n'y a pas de problème. Mais au niveau national, elle a quand même du mal à exister. Et donc elle s'inspire aussi de Ségolène Royal en faisant des coups. C'en est un. Elle n'en a pas l'aura. Mais dites-moi, je suis en train d'y penser, c'était notre dernière députée socialiste, véritablement socialiste, inscrite au Parti Socialiste de la région Poitou-Charentes, non, Delphine Batho? Je suis en train de réfléchir. Les Deux-Sèvres et de la Vienne, c'est sûr. Ensuite, je me tourne vers Arnaud et Ismaël. Non plus, il n'y en a pas. Ismaël Karoum, on est d'accord, c'était la toute dernière de Poitou-Charentes. Ismaël Karoum... Lambert, oui, mais il n'est plus au Parti Socialiste. Il est toujours au Parti Socialiste, mais pas au groupe socialiste de l'Assemblée. Oui, c'est vrai qu'il y a des nuances. C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Justement, avec Jérôme Lambert, Ismaël, c'est un peu plus compliqué. Ismaël, l'état du PS charentais, justement, est-ce qu'il est lui aussi préoccupant? Un parti qui a désormais pour première fédérale Brigitte Marcignac, située à l'aile gauche du PS. Alors, qui est totalement à l'aile gauche du PS et qui, lors des dernières élections du PS, défendait la candidature d'Emmanuel Morel. C'est la première femme à être première fédérale en Charente. Nous, on a été un peu plus radical il y a quelques temps, en titrant un article que le PS charentais était en voie d'extinction. Sur cette élection de premier fédéral, il y a eu seulement 113 votants. En 10 ans, il y a une division par 4 ou 5 du nombre d'adhérents. Le secrétaire de section d'Angoulême a démissionné pour rejoindre Génération. Enfin, ça fait 10 ans que ce parti en Charente est tiraillé entre son aile gauche, son aile droite, entre les grands élus et les militants. Et que ce soit le mandat de François Hollande, puis la dernière présidentielle et même la primaire, ça a tout fait exploser, éparpillé façon puzzle, quoi. Arnaud Devel, en Charente-Maritime, même topo, ou c'est un peu différent quand même? Le PS, combien de divisions? Ouais.
C'est la question également en Charente-Maritime, où il y a, vous l'avez bien souligné, on va avoir zéro bientôt député. aux prochaines municipales quand même à La Rochelle, Jean-François Fontaine, ancien du PS, soutenu par Olivier Falorni, ancien du PS, face à une ancienne candidate PS aussi qui n'est plus, je cherche son nom, ça va tout de suite revenir, qui était face à Jean-François Fontaine aux dernières municipales à La Rochelle, Anne-Laure Jomouillet. Voilà, ça c'est quand même... on aurait dit ça il y a encore 2 ans, ça a été incroyable. Oui, mais que voulez-vous, la situation dans ce parti socialiste qui, exactement comme en Charente, est divisée entre une aile gauche et une aile droite. Et moi, j'ai le sentiment que ce sont 2 ailes qui sont irréconciliables. Puisque nous parlons du Parti socialiste, vous souhaitiez, Baptiste Bise, revenir sur Ségolène Royal, qui ne veut pas qu'on l'oublie. Qu'est-ce à dire ? Alors, ce que je voulais dire par là, c'était que j'ai jamais, en tant qu'observateur de la vie politique, recevoir les cartes postales de Ségolène Royal. Et c'est vrai qu'on en reçoit régulièrement. Ne m'oubliez pas, je suis au pôle Nord ou au pôle Sud, je suis ambassadrice des pôles. Ne m'oubliez pas, je suis en Inde avec le président de la République. Ne m'oubliez pas aussi, elle a fait le tour de France des contrats de territoire à énergie positive. À chaque fois, à chaque fois, elle attire les caméras, les photographes. On parle d'elle. C'est aussi une façon, elle, de défendre son bilan. Nicolas Hulot, on s'en souvient, quand il est arrivé, il a quand même dénoncé assez violemment sa façon de faire, qui était pas sans rappeler celle de Poitou-Charentes, c'est-à-dire je signe des contrats de territoire à énergie positive, mais j'ai pas les budgets pour. Et donc Nicolas Hulot a dit vous êtes bien gentil, j'ai tous ces contrats de territoire à énergie positive, mais j'ai pas les sous pour les honorer. Et donc elle, tout de suite, elle a fait le tour de France de tous les territoires où ça marchait. Donc elle veut pas qu'on l'oublie. Et puis là, dernièrement, c'est quand même formidable aussi. Elle fait une interview dans Paris Match pour dire je prépare un livre, il sortira à l'automne, et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais faire des révélations, je vais balancer sur tous ces machos qui m'ont fait aucun cadeau dans la vie. Et forcément, on s'attend à des révélations sur François Hollande. Et elle sait y faire pour ne pas qu'on oublie, sans oublier les municipales à Paris, où là aussi, petite carte postale de Paris, je veux bien être candidate, ne m'oubliez pas. Et est-ce qu'on peut y penser aussi pour un remaniement ministériel ou c'est totalement exclu ? Là, je ne suis pas suffisamment bien placé, mais ça me semble exclu. Arnaud Varane, vous souhaitiez quant à vous revenir sur les mouvements sociaux de ces dernières semaines et du rapprochement que certains font avec Mai 68, et là vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Non, parce qu'effectivement, on a eu l'occasion d'animer et de préparer un débat avec nos confrères de France Bleu Poitou sur cette thématique-là, Mai 68, qu'en reste-t-il ? Et c'est vrai qu'il y a, chez les tenants d'un nouveau Mai 68 version 2018, la tentation de tisser les ponts entre les 2 époques, alors que les 2 époques n'ont rien à voir. Les intervenants d'ailleurs à ce débat nous l'ont bien signifié, mais notamment auprès de la France insoumise, l'idée qu'il faut faire déborder quelque part la contestation et aller jusque dans les entreprises, jusque dans les universités. La fameuse convergence des luttes. Exactement, faire en sorte que même ceux qui aujourd'hui n'ont pas vocation à lutter, se mettent à lutter, aillent dans la rue et finalement recréer un mouvement comme celui de mai 68, mais pour moi c'est un leurre. Pour le moment ça ne prend pas en tout cas, c'est ça ? Jusqu'à présent, ça prend pas. Ça ne marche pas, cette histoire de convergence des luttes. Et mai 68, c'était quand même des grèves d'une France heureuse, qui n'avait pas de soucis d'emploi, qui n'avait pas de préoccupations en matière économique. C'était presque une grève, j'allais dire, de bobo, si vous m'excusez. Le terme, on en est très loin aujourd'hui, même s'il y a des mouvements sociaux, ça et là. Moi, je ne les vois pas converger. Oui, parce qu'on a vu à Poitiers de nombreux tags, à Poitiers par exemple, de nombreux tags sur les murs et aussi sur la permanence d'un député macroniste de la Vienne. Ça reflète quand même une montée des tensions contre son gouvernement et la présidence Macron, non ? Il y a une dimension quand même assez artificielle à tout ça, notamment dans les occupations d'université, la fac de sciences humaines à Poitiers, et puis une expulsion et derrière une opinion publique, cette fameuse majorité silencieuse, qui désapprouve d'une certaine manière ce genre de geste. On l'a vu aussi à Paris avec la fête du 1er mai et les Black Box. On voit qu'il y a quand même cette majorité silencieuse qui veut qu'il y ait un courant de réforme qui se fasse. Nous parlions des députés macronistes en début d'émission. Arnaud Devel, il y a quelque chose chez eux qui vous chiffonne, vous ? En tout cas, chez 2 d'entre eux qui sont en Charente-Maritime. C'est pas que ça me chiffonne, mais ça m'a traversé l'esprit. Ça vous interpelle ? Il me semble que nous avons des députés macronistes, à l'image du gouvernement, techno. Alors, si on prend le cas de Monsieur Gérard, par exemple, il va s'occuper beaucoup, lui, de patrimoine. C'est d'ailleurs son cœur de métier, il le fait également à l'Assemblée nationale et on voit bien qu'il travaille, il s'applique à participer aux commissions, etc. Du coup, on le voit peut-être un peu moins sur le terrain et c'est le cas encore davantage pour Frédérique Tufnel, je trouve, la députée de Rochefort, alors là, qui pour le coup fait vraiment son travail de députée à la commission sur la biodiversité,
Mais alors, moi, je la vois jamais, ou très rarement, dans la rue, faire les marchés. Est-ce qu'on n'est pas revenu, finalement, à une conception du député qui est vraiment faiseur de loi? C'est d'ailleurs assez conforme à la... Parce que c'est ce que ça doit être. Ismaël Karoum, même chose en Charente avec Sandra Marceau, avec le député d'Angoulême. Avec Thomas Mesnier, pas du tout. Il est au contraire très présent dans la ville du vendredi au lundi, sachant que du mardi au jeudi soir, il est toujours sur Paris à l'Assemblée nationale, plutôt très présent. Donc non, on le voit à peu près à toutes les manifestations, on le voit marcher dans les rues de la ville, on le voit déjeuner en terrasse et aller au contact un peu partout, enfin faire le job d'élu, serrer des mains, aller dans les brocantes et les bric-à-brac et au monument aux morts. Donc pour lui, pas du tout. Et pour Sandra Marceau, il y a eu 2-3 petits couacs, mais je pense pas qu'on puisse lui faire ce procès d'être absente du terrain. Mais finalement, être techno, c'est la conséquence directe du fait de ne pas pouvoir être maire et député, tout simplement, non? Peut-être, Arnaud De Velde. C'est pas impossible. Baptiste Bis. Pour les députés du Poitou, en tout cas, c'est pas le cas. Ce sont des députés qui ont des spécialités, qui sont investis dans ces domaines de compétences dans lesquels ils ont une expérience. Mais ils sont également, comme en Charente, comme on le disait, très présents sur le terrain et ils font, entre guillemets, le job également. Allons par la présence de la région Nouvelle-Aquitaine. Baptiste Bise, Alain Rousset donne des gages au département de Poitou-Charentes. Comment cela se traduit-il? Alors déjà, ça s'est traduit physiquement par sa présence pendant 3 jours dans les Deux-Sèvres. Il avait dit qu'il ferait un tour des marches de la grande région. Il a commencé par les Deux-Sèvres, il a passé 3 jours, Niort, Bressuire, Thouars, jusque dans le Loup-du-Nez, dans la Vienne. Il voulait s'imprégner, il voulait connaître les gens, connaître le territoire. Et puis il voulait aussi envoyer un message, on l'a bien compris. Il a participé au débat sur l'avenir du Poitou qu'organisait la Nouvelle République et Centre Presse. Il était venu aussi pour ça, pour dire de Bordeaux, nous n'oublions pas le Poitou, de la même manière que nous n'oublions pas le Limousin, le Pays Basque ou le Béarn. Il avait envoyé des signes avec le dossier Forcy Power, cette entreprise qui va s'installer à Chasseneuil-du-Poitou et qui va fabriquer des batteries intelligentes. Il voulait envoyer un message plus politique et aussi plus proche des gens en allant sur le terrain montrer qu'il s'intéressait aux hommes, aux femmes et aux projets de ce territoire. C'était quand même une visite obligatoire à un moment donné. Ça commence à grogner un petit peu justement dans les marches de la grande région. Depuis 2 ans et demi, maintenant, c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu ni à Thouars ni à Loudun. Il est très présent dans les entreprises. Là, il est aussi un peu sorti des entreprises. Alors les entreprises, c'est vrai que c'est quand même son cheval de bataille, l'activité économique, l'attractivité des entreprises néo-aquitaines. Ismaël Karoum, le président de la Nouvelle-Aquitaine, du coup, va-t-il se mêler à la guerre des Charentaises? Alors, pour l'instant, la région n'a pas pris position dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la guerre de la Charentaise. Qu'on explique en 2 mots, s'il vous plaît. Juste simplement indiquer. Oui, donc la Charentaise, c'est donc le chausson que tout le monde doit connaître et que tout le monde devrait porter. D'ailleurs, achetez-en. Une filière économique qui va plutôt très mal, qui pèse encore 600 entreprises et environ 200 emplois dans le département. Mais avec l'Aubuge qui était au plus mal, la société Rodino en redressement judiciaire, la société Ferrand en redressement judiciaire, c'est des fleurons de l'industrie charentaise. Et donc le premier acteur fut Renaud Dutreil, l'ancien secrétaire d'État au PME et ministre, qui après avoir repris l'eau Jolival il y a quelques années, a repris la pantoufle de Gorse. Et poussé par le monde socio-économique charentais, il a fait une offre pour reprendre l'Aubuge, qu'il a eu. Là, et il tente d'avoir également en plus Rondino et Ferrand pour créer un gros pôle de la Charentaise. Eh bien écoutez, je vous propose justement de l'écouter, Renaud Dutreil, par rapport à ce pôle charentais de la Charentaise. Il faut aujourd'hui que ces entreprises qui sont petites, qui face à la grande distribution sont souvent des nains, eh bien, soient plus unies, plus fortes pour mieux négocier. C'est également un projet industriel. Se regrouper a du sens pour améliorer la productivité, l'efficacité, et c'est la meilleure façon de sauvegarder ces emplois. Ismaël Karoum, c'est la meilleure façon, effectivement? Eh bien, pas pour un deuxième acteur qui s'appelle Renaissance Luxury Group, un groupe à Paris spécialisé dans le retournement d'industries, d'entreprises en difficulté, qui lui aussi compte mettre la main sur Rondino et sur Ferrand, quitte à se montrer extrêmement critique vis-à-vis de la stratégie de Renaud Dutreil. En tout cas, ce qui est clair, c'est que localement, ce dernier mois, la carte Renaud Dutreil était c'était la carte préférée, que ce soit du MEDEF, des politiques ou des acteurs locaux. Réponse le 17 mai, je crois, avec la décision du tribunal de commerce. Un mot, Baptiste Bis, sur la situation de la droite poitevine. Dans la Vienne, il va y avoir du changement. Olivier Chartier, le président de la Fédération départementale de la Vienne, a effectivement annoncé récemment son départ.
Alors, il va se marier avec Maud Fontenoy, vous avez vu tout ça dans la reprise Il va être People. papa. Hein, il va être papa. Bon, il a une nouvelle vie, il reste président de la commission des finances du Conseil régional, mais en tout cas, dans la Vienne, on ne le verra plus de la même façon. D'ailleurs, on le voit déjà plus beaucoup depuis plusieurs mois de la même façon. Et ça intéresse quelqu'un. Ben, il y en a un seul qui s'est manifesté pour l'instant, mais il n'est pas très connu. On est plutôt dans les quelqu'un qui jouait les seconds rôles, qui s'est fait connaître pour avoir participé à un débat sur France 2 avec Manuel Valls, où il incarnait Romain Bonnet de Loudun, qui est surtout connu pour ce coup d'éclat médiatique national, où il était sur France 2 en prime time pour expliquer à Manuel Valls que ça se passait pas bien avec les migrants à Loudun, et qu'en tout cas à Loudun, il ne voulait pas de migrants. Il s'est fait connaître par son opposition au centre d'accueil de demandeurs d'asile à Loudun. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est peut-être la fin de l'ère raffarinienne dans la droite de la Vienne, et peut-être l'avènement d'une droite un peu plus à droite, vauquiésiste en l'occurrence. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Alors, ce qui est certain, c'est que la base militante, elle est depuis très longtemps très à droite dans la Vienne, beaucoup plus à droite que les cadres. Jean-Pierre Raffarin, vous l'avez remarqué, il n'a toujours pas officiellement quitté les Républicains, même s'il ne cesse d'encenser l'action d'Emmanuel Macron et la présidence formidable qu'il incarne. Donc on s'attend d'ici la fin de l'année à ce qu'il annonce son départ. Pour le moment, il ne l'a pas fait. Que vont faire ces troupes? Vont-elles présenter un autre candidat face à Romain Bonnet? C'est vrai que pour le moment, Romain Bonnet, qui soutient Laurent Wauquiez, apparaît comme quelqu'un qui peut avoir le soutien des militants de la base, mais il est encore un peu tôt pour dire ce qui va se passer. Arnaud Varane ? Non, c'est peut-être la fin de la modération, effectivement, des Républicains, dans l'Ouest et plus particulièrement dans la Vienne. Mais ça serait quand même une petite révolution, non, quand même, dans les mentalités. Oui, en même temps, ça correspond à un changement de génération aussi. Hein, Jean-Pierre Raffarin, qui va lancer mardi prochain au Quai d'Orsay son ONG, Leader pour la paix, a d'autres préoccupations. Et Olivier Chartier, Baptiste l'a rappelé, a d'autres préoccupations aussi. Donc il y a au niveau national une ligne plus dure qui se fait entendre. Et il est logique que dans les fédérations départementales, cette ligne-là soit incarnée. Un tour d'horizon de la droite de Républicains en Charente avec Ismaël Karoum. On en est où ? Alors, en Charente, c'est toujours Xavier Bonnefond qui est à la tête de la fédération. Donc lui, il est plutôt très timide à l'égard de Laurent Wauquiez. Il ne s'est jamais exprimé en sa faveur. D'ailleurs, on sait qu'il n'avait pas voté pour lui aux élections du parti. Donc lui, il est plutôt sur une ligne juppéiste Bussereau. Il n'a pas quitté le parti. Je pense qu'il attend les européennes ou de voir ce que va faire Alain Juppé pour vraiment se décider. Mais comme le disait Baptiste, en Charente aussi, les militants sont beaucoup plus à droite que les principaux élus. Et en Charente-Maritime, Arnaud Develde. Constat en Charente-Maritime, vous avez des militants qui soutiennent Wauquiez. Et alors, quand même, le patron du parti en Charente-Maritime, c'est Jean-Louis Léonard, qui lui aussi est sur une ligne Wauquiez. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Allez, on termine cette émission avec les prétentions des uns et des autres pour les municipales de 2020. Oui, ça commence déjà maintenant les grandes manœuvres, tandis que les Républicains et les Socialistes, on l'a dit, pense leur plaie. La République en marche, elle, se met en ordre de bataille. On en a la preuve avec cette semaine l'interview de Sacha Houlié dans la ANR. Sacha Houlié qui envisage, donc député de la Vienne, qui envisage de battre peut-être Alain Claes à Poitiers, sur les terres d'Alain Claes. On a été surpris, c'est vrai que quand on lui pose la question, on s'attend à ce qu'il nous réponde « j'ai mon mandat de député, je le mènerai à son terme, je ne serai pas candidat », et il répond, je ne sais plus quelle est la formule exacte, mais que ce n'est pas exclu, en tout cas, ce qui est déjà une information. Si j'y vais, ça ne sera pas pour de la figuration. Et que s'il y va, s'ils y vont, en tout cas, si En Marche présente une liste, c'est pour gagner, et si lui, personnellement, il y va, bien sûr, c'est pas pour faire de la figuration non plus. On sent quand même, et c'est vraiment intéressant, qu'il y a une envie de battre Alain Claes, déjà, le maire sortant socialiste. Sacha Houlié est proche de Stéphane Séjourné, conseiller du président de la République à l'Élysée, qui était étudiant avec lui, qui était son colocataire à Poitiers à l'époque où ils étaient étudiants tous les deux. Qui avait eu des mots avec Alain Claes. Voilà, c'est l'histoire, et Sacha Houlié le confirme, qui était parti un peu fâché avec Alain Claes parce qu'il ne proposait pas une place suffisamment intéressante sur sa liste en 2008. Depuis, ils ont envie de lui faire la peau, clairement. Donc si Alain Claes veut se représenter, ce qu'il n'a pas encore annoncé, il trouvera sur sa route des militants et des cadres d'En Marche très déterminés. Ça veut dire, Arnaud Varane, que peut-être qu'Alain Claes va devoir être de plus en plus sympa, gentil avec son aile gauche, que jusqu'à présent, il n'était pas tout à fait ami avec eux. On peut même dire qu'effectivement, il s'est fait un plaisir de battre cette aile gauche en 2014, avec un pari qui n'était pas évident à l'époque. Alain Claes va sans doute se représenter, enfin, c'est presque un secret de polichinelle. Il en a envie, il en a très envie. Ce nouveau poste finalement de président de communauté urbaine le passionne. À titre personnel, je ne crois pas beaucoup à l'hypothèse de Sacha Houlié au municipal à Poitiers, parce qu'il a sans doute d'autres ambitions et que Emmanuel Macron sans doute lui-même a d'autres desseins pour lui. En revanche, il y a quelques personnalités comme ça qui émergent derrière, et il faut savoir
à partir de ces personnalités qui pourra vraiment être la tête de liste qui pourrait battre Alain Claes. Si je peux me permettre d'ajouter, Jérôme, un instant, on parlait tout à l'heure de convergence des luttes qui ne fonctionnaient pas forcément pour la contestation contre les réformes. En revanche, au niveau politique, à Poitiers, c'est clair, toute la gauche et la gauche radicale s'est rassemblée, s'est réunie, s'est ressoudée. Et l'hypothèse qui circule beaucoup, c'est un scénario à la Grenoble, c'est-à-dire avec une gauche des Verts, une gauche radicale qui irait du NPA jusqu'à Génération, maintenant toute l'ex-aile gauche du PS, qui pourrait former une liste commune. On n'en est pas du tout là. Les uns et les autres, d'ailleurs, sont très prudents. On se souvient des bons scores de Jean-Luc Mélenchon sur Poitiers lors des présidentielles. Oui, et même à Poitiers, Christiane Fraisse, qui est la chef de file de ce groupe qui s'appelle Osons Poitiers, avait fait un très bon score la dernière fois. Alain Claes avait exclu dès le départ de fusionner entre les deux tours, donc il avait pris un risque aussi. Mais je ne sais plus de mémoire, ils avaient eu 16 ou 17%. 16% au deuxième tour, ce qui est pas mal. Et dans le cas d'une quadrangulaire ou même d'une pentagulaire, si ce cas de figure devait se présenter, on peut avoir une gauche radicale qui sort du chapeau, c'est pas exclu. Ismaël Karoum, en Charente, ça se présente comment? Est-ce qu'il y a aussi des velléités en marche face aux plus grandes mairies, on va dire Angoulême, Cognac Sur Angoulême, comme Cognac d'ailleurs, En Marche, c'est un peu le facteur X des grandes manœuvres qui vont démarrer, avec le deuxième qui à gauche, notamment Angoulême. Il y a un an, Thomas Mesnier avait assuré qu'il y aurait des listes En Marche partout aux prochaines municipales et que lui n'en serait pas. Bon, on sait qu'en politique, on peut vite changer d'avis, mais bon, a priori, il est toujours sur cette ligne-là. Le problème, c'est qui a En Marche pour l'incarner. Et pour l'instant, on voit pas grand monde. Par contre, Xavier Bonnefond, le maire d'Angoulême, LR, est très très proche de Édouard Philippe. Quand on voit le fonctionnement extrêmement vertical de En Marche, où ça vient plutôt d'en haut pour imposer en bas, moi je vois bien plutôt En Marche ne pas mettre d'opposants, de liste en face de Xavier Bonnefond. Ce qui pourrait également être le cas, ce qui logiquement sera le cas à La Rochelle, Arnaud Develle, où Jean-François Fontaine risque d'être tranquille par rapport à En Marche. Normalement, puisqu'il est, comme on sait, Macron compatible, pour ne pas dire déjà presque En Marche aussi, lui. S'il le voulait, il pourrait accéder sans problème au parti. Bon, après, il ne faut pas exclure qu'il y ait une tentative tout de même de quelques militants macronistes à La Rochelle, ne serait-ce que pour pouvoir s'infiltrer dans la majorité de... Oui, mais comme disait Ismaël, c'est vrai qu'il y a comme une certaine verticalité dans ce mouvement, dans ce parti, qui fait que ça peut... On va éviter des... Disons qu'on va faire un peu de tambouille peut-être avant le scrutin pour essayer d'avoir quelques places. Voilà, c'est sans doute ça qui va se passer. Ensuite, on pourrait avoir des surprises du côté de Marennes-Oléron aussi. Eh bien, écoutez, tout cela nous promet une campagne des municipales assez sympathique. Et on n'a pas fini d'en parler, bien sûr, dans cette émission qui se termine, messieurs. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce Club de la Presse. Sachez qu'il est d'ores et déjà en ligne sur notre site internet. La semaine prochaine, nous parlerons Europe, avec la présence en plateau de la députée européenne du PPE, Elisabeth Morin-Chartier, et du député européen écologiste Yannick Jadot. Pour leur place au journal de la mi-journée, présenté par Sophie Gou. Excellente semaine à toutes et à tous. À dimanche prochain. C'est dur à dire.